Il m'arrivait, par exemple, de sortir de chez moi avec 5 000 francs et de rentrer chez moi avec 50 000 francs, voire 45 000 francs. Vous savez, chacun d'entre nous a un leadership qui somnole en lui. Chacun d'entre nous a également ce qu'on appelle un esprit créatif. Mais tant qu'on est limité entre 4 murs, on ne saura jamais ce potentiel-là. L'entrepreneuriat, ce n'est pas du tâtonnement. Quand tu vois quelqu'un qui est en train d'exceller, que tu le saches ou pas, il est passé par là. Moi, je dis souvent que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est lorsque je faisais de l'ambulant et tout. Jusqu'à aujourd'hui, dans mon quartier, il y a certaines personnes qui m'appellent ambulant parce que moi, on m'appelait ambulant. C'était mon surnom. Alors, c'est toujours un grand plaisir de retrouver cette communauté qui ne cesse que de grandir. Grâce à vous, bien sûr, vos abonnés, vos partages, vos likes, ça fait vraiment plaisir. Et la semaine dernière, j'ai partagé une vidéo en vous parlant de 15 crypto-monnaies sur laquelle vous pouvez investir pour préparer le bull run de 2025. Il y a beaucoup plus de 300 commentaires sur la vidéo. Et moi-même, sur mon téléphone, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues pour me dire « Ah, c'est où on peut trouver Mouniki? Comment écrire cette crypto-monnaie? M-O-N-K-Y. C'est comme ça s'écrit. Et cette crypto-monnaie n'est pas disponible sur CoinMarketCap, mais il est disponible sur PancakeSwap. Mais vous pouvez aussi le checker sur CoinGecko. Vous ne pouvez pas le trouver sur CoinMarketCap, mais vous le savez très bien. CoinMarketCap, CoinGecko, c'est plus ou moins la même chose. Peut-être les gens, ils ont l'habitude d'aller directement sur CoinMarketCap. Bref, je pense qu'on aura l'occasion de faire une autre vidéo, de revenir sur ces crypto-monnaies-là, parce que mon objectif, c'est de vous aider à faire fort avec les crypto-monnaies en 2025. Donc, comme vous le savez très bien, on a l'habitude de le dire, à chaque fois qu'on se dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Mais sur Entreprendre Autrement, cet invité aussi est un nouveau dossier. Donc, on a aussi aujourd'hui un frère, un ami, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine de l'entrepreneuriat, avec qui nous allons partager beaucoup de choses aujourd'hui, qui va nous partager ses secrets. Je pense que ce n'est pas la première fois, mais les anciens vont le reconnaître, mais les nouveaux, nous sommes plus de 100 000 personnes, et 80% de ces personnes-là sont des nouveaux abonnés, donc merci encore une fois. Donc il va se présenter, et ensuite j'ai beaucoup de questions pour lui. Mon frère, il y a un jeu que beaucoup de personnes aiment dans ce podcast. Je vous donne des images, et vous allez analyser les images, et vous me dites, vous êtes pour ou contre de qui, ou voilà, sur ces deux images que je vais vous donner. Il y a beaucoup de choses. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous laisser saluer la communauté Entreprendre Autrement qui vous suit un peu partout à travers le monde. Et ensuite, voilà, il y a beaucoup de questions des internautes. D'accord. Nice to meet you, my man. So it's been a long time. Tu as vu, il parle bien anglais. Oui, l'émission c'est en anglais, non. Au Sénégal, d'accord. Alors, encore un très grand plaisir de te retrouver donc, sur ce plateau, Vision d'Afrique Consulting. Alors, on a eu affaire à maintes reprises, donc des émissions sur l'entrepreneuriat. Ça fait presque 4 ans, 5 ans. Maintenant, bon, les choses ont grandi et alhamdulillah. Alors, on ne se plaint pas, c'est Abbas Diong, jeune entrepreneur de 36 ans. Je suis le directeur général de la structure Business Communication Center, donc un cabinet de recrutement, de formation, mais également d'orientation. Alors, depuis presque 6 ans, voilà, 6 ans d'existence, et depuis lors, alhamdulillah, on ne se plaint pas. On travaille en parfaite collaboration aussi avec Vision d'Afrique en ce qui concerne l'orientation des étudiants et tout ça. En tout cas, c'est un grand plaisir. Une entreprise qui existe depuis plus de 6 ans, ça veut dire que maintenant, on a dépassé la phase de test. On dit souvent que les 5 premières années, c'est que des phases de test. On est en train de toucher de gauche à droite pour savoir là où on met les pieds. Mais à partir de 4-5 ans, si quelqu'un réussit à résister, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Et une expérience de 5 ans, donc c'est quelque chose qu'il faut partager avec surtout la jeunesse. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui voient à base, que ce soit sur les réseaux, que ce soit avec le business et tout, en pensant que voilà, c'est du jour au lendemain. Et vous venez de le dire, depuis 5 ans aujourd'hui, vous êtes dans ce secteur d'activité. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je vais vous demander, voilà, Abbas, tu as fait ton cursus. Moi, j'aime bien le dire à mes gars qui viennent ici souvent pour leur dire que moi, peut-être, on peut accepter, d'accord, que je deviens entrepreneur parce que je n'avais pas le choix. Vous avez fait votre cursus, votre parcours. Qu'est-ce qui a motivé la décision de choisir l'entrepreneuriat au lieu de choisir, donc, je ne sais pas, voilà, ce qui était prédestiné à toutes les personnes plus ou moins qui ont fait votre parcours, faire votre cursus scolaire et finir les études et maintenant, pourquoi pas aller chercher du travail et vous dites que voilà, c'est l'entrepreneuriat. Voilà, étant titulaire d'une licence en anglais, mais aussi en transport et logistique, alors suite à quelques soucis aussi au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme vous le savez, avec des grèves, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui a une entreprise commerciale. Alors, j'ai été recruté là-bas au début comme commercial, donc on nous donnait des produits qu'on allait vendre sur le terrain. Alors, au début, je ne connaissais pas ça exactement, mais un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas le tester et voir ce que ça va donner. Alors, mon premier jour, on m'a amené sur le terrain,
On m'a donné un sac avec des produits et je suis parti faire du porte-à-porte, ce qu'on appelle door-to-door sales. Alors, je me suis dit que, bon, vu que c'est un nouveau défi et que dans ma vie, je n'ai jamais travaillé, ben, pourquoi ne pas tenter aussi pour voir ce que cela va donner. Alors, quand j'ai commencé à faire ça, quelques jours après, j'ai commencé quand même à sentir un certain don que j'avais et que je ne savais pas. Parce que vous savez, l'école classique, en fait, on nous apprend à parkeriser. Mais on ne nous apprend pas à nous faire de l'argent. On ne nous apprend pas à réveiller l'esprit créatif qui somnole en nous. Vous savez, chacun d'entre nous a un leadership qui somnole en lui. Chacun d'entre nous a également ce qu'on appelle un esprit créatif. Mais tant qu'on est limité entre quatre murs, on ne saura jamais ce potentiel-là. C'est comme ça que j'ai commencé donc, à travailler donc, dans cette entreprise-là. C'était un travail, mais en même temps aussi une formation. Parce que dans nos écoles de formation aussi, on nous apprend le marketing, la communication, mais toujours de la théorie, mais jamais de la pratique. D'accord? Alors, au début, j'ai commencé par là. On nous donnait des produits, on partait vendre ça sur le terrain. En retour, on avait des commissions. D'accord? Alors, quelques temps après, je me suis dit que, OK, voilà, moi, je suis en train de travailler pour quelqu'un. C'est vrai que c'est un business que je viens de découvrir. Alors, je gagne de l'argent, mais ce que je gagne, c'est des miettes. Mais au début, ce n'était pas ça. L'argent n'était pas un défi. Le plus important pour moi, c'était d'abord de gagner en expérience et c'est également de combattre la timidité également qui était en moi. Alors, quelques temps après, je me suis dit, OK, voilà, moi, je vends des produits pour lui. Je vends un produit à 1000 francs. Je n'ai qu'une commission de 100 000 francs. D'accord? Alors maintenant, si moi, personnellement, je parviens à vendre mes propres produits, là, je vais gagner beaucoup plus. Nous sommes en 2014. 2014-2015, alors c'est là que j'ai commencé donc à me débarrasser un peu d'eux pour aller mener mes propres activités. Parce que dans la vie, c'est ça en fait. Au début, on est employé. Quelques temps après, dès qu'on maîtrise un peu les rouages de l'entrepreneuriat, là, on peut aller voler de ses propres ailes. Alors c'est comme ça que je me suis lancé. J'achetais des produits et je les revendais. D'accord? C'était très simple parce que le digital n'était pas si développé. Donc, on faisait du door-to-door sales. Il m'arrivait, par exemple, de sortir de chez moi avec 5 000 francs et de rentrer chez moi avec 50 000 francs, voire 45 000 francs. Alors, quand on achète un produit, par exemple, c'est la tendance. Vous savez ce que les gens ont besoin, les effets de toilette des femmes et tout ça. Alors, je partais, par exemple, au niveau des marchés, comme marché HLM, marché Thiaroye ou bien marché Grand Yoff. Moi, je suis un jeune de la banlieue. Alors, j'ai 5 000 francs avec moi. Je vais au marché. J'achète des produits en gros. Tout ce qui est pâtes, parfums, savon, lait de corps, tout ce dont les gens ont besoin, je l'achète. Et je les revends. J'achète, je revends. Porte à porte. Porte à porte. Ça fait presque 5 ans que je le connais, mais ça, je viens de découvrir ça. Ah oui, c'est que moi, j'ai commencé par le b.a.-ba du business. Vous savez, la vente, c'est l'élément fondamental d'une entreprise. Quand on a une entreprise, forcément, on vend quelque chose. Soit on vend un produit ou bien on vend un service. Donc, il faut qu'il y ait une diaille. Pour ceux qui disent que oui, j'ai le complexe de prendre mes produits et d'aller les revendre là. Non, ça suffit. Tous les grands entrepreneurs ont commencé par le commerce. Alors, je vais te raconter une anecdote. Un jour, bon, vu que moi, je suis un adepte de tout ce qui est costume, cravate, j'adore m'habiller classe, quoi. Alors, en allant vers Médina, j'ai vu une boutique et j'ai aperçu un ensemble de costumes très joli. Alors, bon, j'ai demandé quand même au chauffeur de me permettre de descendre. Alors, je suis parti voir le gars. Alors, on était en mois de décembre. Vous savez, en mois de décembre, les fêtes et tout ça. Alors, j'ai vu un ensemble de costumes très joli et très classe aussi. Alors, j'ai demandé au gars combien ça coûte. Il m'a dit 35 000 francs. Bon, je n'avais que 5 000 francs dans ma poche. Alors, 35 000, ça coûte 35 000 francs et moi, je n'ai que 5 000 francs. Alors, la solution tic, j'ai dit, OK, d'accord, c'est bon. Alors, d'ici 17 heures, je vais repasser. Il m'a dit, oui, c'est bon, mais en tout temps, si quelqu'un arrive, je vais lui vendre ce costume. J'ai dit, non, c'est bon, je vais repasser de toute façon. Alors, je suis allé au marché, comme à mes habitudes, hein, j'ai acheté des produits et je les ai revendus. Acheter et revendre. Alors, aux alentours de 17 heures, je me suis retrouvé avec 50 000 francs. Je suis allé voir le gars et j'ai acheté l'ensemble de costumes. Voilà. Tout ça pour vous dire l'importance de la vente. C'est quelque chose de très, très, très important. En tout cas, c'est le b.a.-ba du business. Lorsque vous maîtrisez la vente, parce que dans votre entreprise, vous êtes appelé à vendre un produit ou bien un service. C'est très capital. Moi, je le dis souvent, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tâtonnement. Quand tu vois quelqu'un qui est en train d'exceller, que tu le saches ou pas, il est passé par là. Moi, je dis souvent que ce qui m'a beaucoup aidé,
c'est lorsque je faisais de l'ambulant et tout. Jusqu'à aujourd'hui, dans mon quartier, il y a certaines personnes qui m'appellent ambulant parce que moi, on m'appelait ambulant. C'était mon surnom. Donc, aujourd'hui, voilà, tout ce que je fais, tout ce que j'ai, j'y arrive à vendre quand même. Même si je ne suis pas expert, je n'ai pas le complexe de vendre, je n'ai pas le complexe. C'est-à-dire que peu importe le produit, et là, vous venez de le confirmer. Mais ce que je voulais savoir, comment tu avais fait maintenant, en ce moment-là, avec les études, ou bien maintenant, tu commences à te retirer un peu? Mais dès qu'on commence à gagner de l'argent, on ne peut plus se focaliser aux études. Ça, c'est un fait. Au début, ma famille n'était pas d'accord. Parce que oui, ma famille disait que oui, ça va créer des complications par rapport à tes études-là. Mais à un moment donné, j'ai commencé quand même à... Parce qu'il y a une grande différence entre l'argent qu'on vous donne et celui que vous gagnez. Il y a une très grande différence. Du moment que j'ai commencé j'ai arrêté de tendre la main, vous savez, c'est ça la réussite. Du moment qu'on arrête de tendre la main... Même si c'est notre père ou la maman, peu importe. On a déjà réussi. Parce qu'on connaît déjà quels sont les rouages. Et permettez-moi aussi de profiter de cette occasion pour remercier un grand monsieur qui nous a formés sur le leadership, un grand Badoukan. Voilà. C'est une occasion pour moi de le féliciter, de le remercier également pour ce travail quand même. Il y a beaucoup de jeunes que j'entends parler de Badoukan. Effectivement. Alors au début, la famille n'était pas d'accord, mais puisque moi je suis quelqu'un de très têtu, quand je veux quelque chose, automatiquement, voilà quoi, j'y fonce. Alors c'est comme ça que j'ai démarré. À un moment donné, j'ai mis les études à côté, d'accord, j'ai mis un stand-by. Alors j'ai commencé à descendre sur le terrain. Alors quand on parvient par exemple à faire un bénéfice de 30 000 francs, voire 40 000 francs de bénéfices par jour sur la vente de produits cosmétiques, mais au bout d'un mois, on peut se retrouver avec 900 000 francs de bénéfices, 30 000 francs par jour. Oui, tu es sur cette fourchette. 900 à 1 million même. 900 à 1 million. Mais combien de fonctionnaires au Sénégal gagnent plus de 500 000? Comment toi, tu vois les gens qui disent maintenant, on va être direct quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont au Sénégal qui disent qu'il n'y a pas de travail. Et si toi, tu regardes ton passé, tout ce que tu as fait, quel est le message ou bien quel est le sentiment que tu as envers ces personnes qui disent qu'il n'y a pas de travail? En fait, moi, je pense qu'il y a une grande part de responsabilité, mais une responsabilité partagée. Souvent, avant de les critiquer, moi, je me dis que peut-être ils n'ont pas la bonne information. Parce qu'il y a un système qui est là. Aller étudier, décrocher des diplômes, ensuite aller chercher un travail. Travail, c'est bien. Travailler dans une entreprise, c'est bien. Parce que dans un premier temps, ça vous permet de gagner en expérience, gagner un peu d'argent, vous faire également un bon carnet d'adresses et éventuellement vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on travaille dans une entreprise, c'est pour ces deux raisons-là. Gagner en expérience et gagner un peu d'argent et de carnet d'adresses pour éventuellement lancer ses propres affaires. Alors, ce que je dis aux jeunes, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut rien sous-estimer. Voilà. Parce que parfois, les petites portes peuvent vous mener vers les grandes portes. Et c'est ça en fait. C'est comme ça que j'ai démarré. Alors, à un moment donné, je me suis dit que maintenant, je vais créer mes propres affaires. Puisque moi, c'est ce qu'on m'a appris, d'accord? Parce qu'il m'arrivait également de faire des stages. Par exemple, j'ai eu quand même à faire un stage où on me rémunérait 150 000 francs. Mais quand j'ai fait le rapport, la différence entre ce que moi, personnellement, je peux gagner en vendant mes produits, mais il y a une large différence. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à ouvrir mon cabinet. Je l'ai créé le 7 janvier 2019 ici à Golf Sud. Et comme moi, ce que je connais, c'est le marketing, on a commencé par ces activités de marketing. Acheter des produits, les revendre, etc., tout ça. Alors, et comme vous le savez, parfois, c'est les demandes qui définissent les nouvelles orientations d'une entreprise. Exactement. En tout cas, c'est très intéressant. Moi, souvent, je dis que les gens qui disent qu'il n'y a pas de travail dans le pays, c'est parce qu'ils choisissent ou bien ils préfèrent des travails. C'est-à-dire que, des nitam. On te dit que, il faut faire ce que tu as dit, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu as des frères ou des sœurs, je ne dis pas qu'ils ne vont pas accepter, mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter ce que tu as fait pour construire ton capital et créer ton entreprise. Les gens vont, tout leur dire, se concentrer sur ce que tu as mis, mais pas le processus. Et ça, je pense que c'est une erreur fatale pour tous les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je le dis aujourd'hui, moi, j'ai commencé avec tout le business. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Même dans mes conférences, je le dis, je vends des sachets plastiques, je vends des journaux à Dakar. Je fais tous ces business, mais c'est ça qui va forger l'homme. Et moi, je l'ai appris vraiment avec le livre de Cheikh Ben Al Maktoum, qui a expliqué comment sa vie de jeunesse était très difficile. Le patron aujourd'hui de Dubaï. Parce qu'il dit que il faut toujours aider nos enfants
à vivre des moments difficiles. Parce qu'il dit que ce sont les moments difficiles qui créent des hommes forts. Pour que l'homme devienne vraiment ce qu'il doit être, il faut des moments difficiles, des souffrances, des difficultés et tout. Dans les temps durs, c'est les durs. Exactement. Il faut apprendre à être dur quand même. C'est très formidable. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, moi, quand on parle de Abbas, on parle beaucoup de art oratoire, le charisme. Ça se voit, quand on te voit, ça se voit. Non, c'est très, voilà, moi je dis que quand on te voit, automatiquement on voit quelqu'un qui prend soin de lui, voilà, de sa personne, on te voit toujours propre. Ça c'est quelque chose. J'ai un ami qui s'appelle Dieudonné, je dis que lui, il est toujours ponctuel. C'est comme un militaire. Tu lui donnes rendez-vous 10h, 8h, 9h50, il est là. Tout le temps. Mais toi, c'est ouais, toujours. Quel est le rôle ou l'importance de ça en tant qu'entrepreneur? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, qui ne donnent pas de l'importance de ça. Ils s'habillent comme ils se veulent. Voilà, ils coiffent même pas, ils n'arrivent même pas à prendre le temps en tout cas, de prendre soin de leur personne. Quelle est l'importance de cette partie en tant qu'entrepreneur? Il y a un concept très important en entrepreneuriat, c'est le dress for success. Comme on le dit en français, s'habiller pour séduire, s'habiller également pour réussir. Parce que l'apparence constitue 80% de nos vies quotidiennes. 80% en business. Il y a beaucoup de ces business que vous pouvez réussir grâce à votre apparence. Alors, l'apparence est un élément pour moi essentiel dans la fondation personnelle d'une personne. Parce que pour réussir en business, il te faut ces trois fondations. La fondation spirituelle, la fondation personnelle, mais également il y a la fondation professionnelle. Alors, sur la fondation personnelle, il y a ce qu'on appelle l'apparence, la façon de vous habiller. Alors, de nos jours, par exemple, vous-même, parce qu'on est dans une société où tout le monde préjuge, moi je le fais, toi tu le fais, tout le monde le fait en fait. Mais maintenant, vu que aussi on est dans un monde où tout le monde préjuge, maintenant, quand même, il faut se mettre dans les conditions qui fait que, à première vue, vous êtes respecté. Parce que ça aussi, je pense que c'est un élément important, mais aussi fondamental. Parce que dans la représentation mentale des gens, par exemple, vous-même, il peut vous arriver, par exemple, que vous ayez un petit souci, peut-être, par exemple, pour aller, on vous demande d'aller trouver un avocat. Par exemple, vous allez au tribunal, vous voyez un avocat qui porte un Lacoste, ou bien une Lacoste, ça dépend. Alors, à côté, on vous présente un autre avocat qui est habillé en veste, costume, cravate. Mais lorsqu'il s'agit de faire un choix, qu'est-ce que vous allez choisir? Automatiquement, sans pour le monde étant se mettre à réfléchir de gauche à droite, vous allez choisir celui qui est bien habillé. Donc, je pense que l'accoutrement, l'apparence, c'est quelque chose de très important. Parce que dans un premier temps, il faut chercher d'abord à gagner la confiance. Et a priori, l'élément facteur, le premier élément sur lequel les gens se focalisent, se fondent pour vous attribuer un certain caractère, une certaine personnalité, c'est forcément votre apparence. Donc l'apparence, ce n'est pas seulement l'habillement, mais c'est la posture, c'est le regard aussi, c'est le langage corporel, la façon de s'asseoir et tout ça. Je pense que tout ça sont des éléments qui contribuent quand même. C'est des choses que tu apprends les gens dans ton centre de formation aussi. Effectivement, comme tout au début, par exemple, vu que je recevais également des gens en entretien, parce que comme je l'ai dit au début, parfois c'est les demandes qui définissent les nouvelles orientations d'une entreprise. Au début, on était dans le marketing. Mais avant que les gosses partent sur le terrain, je les formais sur ça. D'accord, sur la prise de parole en public, comment parler aux clients, comment est-ce qu'il faut se comporter, etc., etc. Mais au fil du temps, les étudiants, ils étaient beaucoup plus intéressés par la formation que d'aller descendre sur le terrain pour aller vendre des produits. C'est comme ça que j'ai commencé à proposer des formations payantes sur la prise de parole en public, le développement personnel, les techniques de recherche d'emploi, sur les techniques d'entretien et aussi comment rédiger un bon CV. Parce que quand je reçois 100 CV et que je me rends compte que 90% des CV ne sont pas bien faits, là, je suis obligé quand même de faire une formation là-dessus. Parce que comme vous le savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie, qui détecte des problèmes et essaie d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Et c'est comme ça qu'on a lancé des formations dans ce domaine-là. Au bout de quelques temps également, on a eu à recevoir quand même d'autres demandes, des demandes liées aux formations sur les centres d'appel. Et c'est comme ça qu'on a valsé sur les formations au niveau des centres d'appel. Et de temps à autre aussi, on se fait solliciter par des centres d'appel. Si les gens disent que oui, moi j'ai oublié 100 francs, je n'ai pas d'argent, les gens, avant même de finir de parler, les gens vont dire, si tu n'as pas d'argent, il faut dégager, tu ne vas pas boire de café. C'est-à-dire que pour confirmer ce que tu as dit sur l'image, et c'est très important, aujourd'hui, la prise de parole en public, c'est quelque chose de très important. Moi, je pense que nos premiers contacts, c'est dans ce sens, vous faisiez vraiment des partages d'expérience. Dans ce sens, pour aider les gens à mieux communiquer, parler avec les gens et tout ça, c'est hyper important. Aujourd'hui,
on est en Afrique, on est au Sénégal. Comment vous voyez aujourd'hui l'atmosphère, l'environnement de l'entrepreneuriat, du business au Sénégal? Est-ce que ça t'inspire la confiance et tout? Et en même temps, on va me parler même, je vois beaucoup de tes partages sur les réseaux, ça touche aussi la politique. Et on a au nouveau régime, on va en parler, mais l'environnement du business au Sénégal aujourd'hui. Voilà. Bon, moi je pense que tout environnement est propice à l'entrepreneuriat. Voilà. Parce que là aussi, on s'adresse aux jeunes. Il ne faut pas quand même ouvrir une brèche qui va leur donner des excuses. Et moi, je me suis dit que l'environnement est toujours propice quand même à l'entrepreneuriat. Parce que c'est très simple. Chacun d'entre nous maîtrise un domaine. Même si vous sortez fraîchement de l'école, il y a forcément quand même un service que vous pouvez apporter, soit à la famille, aux gens du quartier, d'accord, à tes camarades de classe. Parce que maintenant, de nos jours, les jeunes commencent à être inspirés. Par exemple, vous êtes dans une salle de classe et que vous identifiez un besoin, vous allez acheter vos marchandises et vous venez présenter ça quand même à vos camarades de classe. Donc là, je pense qu'il y a un niveau de conscience quand même très élevé quand même qui commence à se développer quand même ici au Sénégal. Et je pense qu'un État, bon, un État ne peut pas quand même donner de l'emploi. Un État ne peut que créer les conditions favorables aussi pour que les jeunes puissent également entreprendre, se doter d'une formation, d'un accès au foncier, mais également au financement. Et maintenant, par rapport à l'entrepreneuriat, moi je pense que le financement, il ne faut pas l'espérer quand même de l'État, parce que l'État a bel et bien la volonté. Parce que quand on met sur place des structures d'accompagnement comme DER, ANPEJ, etc., tu sens qu'il y a une forte volonté de l'État de vouloir aider les jeunes. Mais maintenant, nous, à notre tour, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce que depuis notre naissance, c'est l'État qui paye nos études quand même. Moi, je n'ai jamais fréquenté l'école privée peut-être à partir de la licence que j'ai commencé à payer des formations. Donc, on peut dire que l'État a tout fait pour nous. Mais maintenant, nous, à notre tour, qu'est-ce qu'on peut faire également pour notre État? Je pense que c'est aux jeunes quand même d'accompagner les régimes à se développer, quoi. Bon, c'est vrai que parfois aussi par rapport au nouveau régime, je leur lance des pics, hein, parce que moi, je faisais partie, en fait, je soutenais l'ancien président Macky Sall. Mais maintenant, parce que je me faisais critiquer par pas mal d'amis, hein, mais maintenant, c'est à leur tour. Maintenant, on a failli. Alors, c'est très intéressant. Bon, aujourd'hui, voilà, Babacar est là. Lorsqu'on est en train de venir ici, moi, j'ai dit, même dans la voiture, quoi qu'on puisse dire pour Macky Sall, il a donné une image au Sénégal qui rend les Sénégalais fiers. Si tu n'as pas l'habitude de voyager, de sortir, surtout dans notre sous-région, là, tu peux pas le savoir. On est fiers de présenter le Sénégal. On est fiers de montrer notre Dakar. Aujourd'hui, Dakar, tu peux le mettre sur n'importe quel pays, tu ne seras pas honte. Que soit, je ne parle même pas de l'Afrique de l'Ouest, je te parle même des pays, voilà, Nigeria fait partie, mais comme ces genres de pays actuellement, en matière de développement. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec Macky Sall, c'est leur... voilà, chacun aussi a voilà, de perception. Sur quoi tu n'es pas d'accord avec Macky Sall, sur quoi... Moi, personnellement, aujourd'hui, il n'est plus là, mais moi, je suis vraiment... J'ai ce sentiment de reconnaissance envers Macky Sall pour ce qu'il a fait comme travail. Le reste, moi, je n'ai pas les informations. Il a fait du bon, comme aussi il a fait... Voilà, les autres, voilà, moi, en tout cas, ce qui est palpable que je peux toucher, voilà, les biens matériels, les constructions, infrastructures et tout ça, moi, je l'apprécie. Les autres choses que les gens peuvent critiquer, comme moi, je n'ai pas les données, je ne peux pas en parler. Mais comme vous l'avez dit, vous soutenez, comment il s'appelle Macky Sall. Mais est-ce que ça doit t'empêcher aujourd'hui de soutenir ceux qui sont là? Ils sont jeunes. Ce que les gens sont en train de dire quand même, c'est qu'au moins, on a un nouveau régime très jeune, qui est notre génération, on peut dire, parce que voilà, ils sont 40 ans, tout ça, président de quarantaine. Donc, est-ce que tu vois qu'il y a des choses, des perceptions qui te permettent de dire que je vais le soutenir, ou bien tu veux être à côté pour observer? Bon, il y a un proverbe wolof qui dit que boo nekkee ci gaal da ngay bëgg ki jiite gaal gi mucc comme ça yow nga mën a muccaale. Voilà, je pense qu'aucun Sénégalais n'a aucun intérêt aussi de voir un régime échouer. Non, franchement, et je pense que le développement est un processus. D'accord? Au début, il y avait Senghor qui est venu installer un État. Bien que parfois aussi, d'après ce qu'on a appris dans l'histoire, parfois je peux ne pas être d'accord avec lui sur certains points, etc. Tout ça, mais il faut reconnaître quand même qu'au moins, il a instauré un État. Abdou Diouf est venu instaurer ce qu'on appelle une administration forte. Maintenant, c'est avec Wade que les Sénégalais ont commencé à découvrir ce que c'est l'infrastructure routière, immobilière, etc., etc. Et Macky Sall est également venu consolider, je pense que ces acquis-là. Alors moi, je pense que ce nouveau régime a trouvé sur place
des choses à parfaire, comme également des choses également à bannir. Par exemple, du côté de la justice et de la démocratie, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire parce que ce qu'on a vécu sur les 3 dernières années, on ne pense plus quand même revivre ces événements-là. Alors, je pense qu'il y a déjà de l'acquis. On a du pétrole, on est maintenant un pays producteur de pétrole. Ça, je pense que c'est un acquis. Le nouveau régime en venant ici, il a retrouvé quand même un BRT, des terres, c'est-à-dire que des réseaux routiers bien faits. Et je pense que sur ces aspects-là, je pense que voilà quoi. Donc, il ne reste tout simplement qu'à les renforcer et essayer de voir là où l'ancien président Macky Sall a échoué, qu'il essaie quand même d'éviter ces genres de problèmes-là, quoi. Et moi, je pense qu'en tant que jeune, conscient que je dois apporter quand même ma pierre à l'édifice pour la construction de notre cher pays, le Sénégal. Et voilà, on n'a aucun intérêt quand même à voir un régime échouer, franchement. Aujourd'hui, est-ce que... Parfois, ça dépend. Ouais. Certains ont des perceptions. Non. Parce que parfois, notre principal problème, c'est que parfois, quand on a une perception, on pense que tout le monde doit avoir la même perception. Or que c'est différent. Voilà. On n'a pas la même façon d'analyser les choses, extra tout ça. Il y a un gars qui s'appelle Mani Arthur qui m'a invité dans son émission. Il m'a dit que non, viens, on discute. On a beaucoup discuté. Il y a une partie, il m'a dit, comment vous faites avec les haters, les gens qui sont là pour critiquer et tout ça. Je dis que les gens qui critiquent, c'est ça qu'ils savent faire. Ils n'ont pas autre chose à faire. C'est-à-dire quelqu'un qui passe tout son temps à insulter, critiquer, dénigrer les gens, c'est ça son travail. Moi, mon travail, c'est de faire. Pour me permettre de faire ce travail. Donc moi, je n'ai rien contre les gens qui sont en train de m'insulter et tout ça. Et quand il a partagé la vidéo, il a parti une petite partie, il a coupé une petite partie, il a partagé sur Twitter. Même les gens que j'ai jamais entendu ou connu m'envoient la petite extrait pour dire, je vois les gens en train de critiquer sur Twitter, qu'est-ce que tu vas dire? Je dis, qu'est-ce que je vais dire? Quand même, vous me partagez ça. C'est notre travail. Moi, j'ai déjà fait mon travail, c'est de faire. Pour confirmer ce que tu venais de dire, il y a toujours des gens, peu importe la décision que tu vas prendre, que ce soit bonne ou mauvaise, il y aura des gens qui sont là pour le critiquer, il y aura des gens qui sont là pour insulter, etc. Mais bon, avant de sortir dans ce cercle, est-ce que aujourd'hui vous êtes jeune, vous êtes au niveau de parcelle, est-ce que il fait partie de tes ambitions, que ce soit 2029, 2027, il y a élection locale, de soutenir quelqu'un, ou pourquoi pas? Moi, je serais content, moi, de voir la jeunesse s'engager. Je salue un ami, le jeune leader optimiste, qui était venu pour me dire qu'il veut devenir député. J'étais fier. C'est bien, c'est bien. Donc, ce sont des engagements qu'on doit vraiment, qu'on attend de la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les activités, tu penses que voilà, moi, je pense que je vais me ranger. Je pense qu'au niveau de golf, il y a Hadi Diouf Mayakor. Est-ce que tu es, ça fait 3 ans ou quelques, quel bilan, si tu devais faire un bilan sur son travail? J'ai ma structure là-bas, mais moi, j'habite à Pékin. Voilà. Alors, en politique, moi, je suis un simple sympathisant. C'est-à-dire que j'aime contribuer, parler, débattre et tout ça. Mais vous savez, parfois, en fait, la politique, parfois, en fait, tu as comme l'impression que c'est un cercle vicieux. Alors, moi, je me focalise d'abord sur ce que je fais. Vous savez, on n'est pas forcément obligé de s'engager en politique pour travailler pour sa communauté. On peut prendre un exemple que vous connaissez et que je connais, M. Thionian, mais il est en train de faire un excellent travail. Mais aujourd'hui, en fait, si on lui confiait par exemple un poste de ministre de la Jeunesse, etc., tout ça, mais le travail qu'il est en train de faire serait beaucoup plus intéressant que de devenir aujourd'hui un ministre de la Culture ou bien de la Jeunesse. Parce que quand on est en politique, comme je l'ai dit tantôt, en fait, c'est un cercle vicieux. Il y a de ces choses, en fait, ça dit que votre marge de manœuvre est très limitée. On peut être dans l'opposition et dire de n'importe quoi. Oui, une fois au pouvoir, je vais faire ceci ou bien cela. Mais c'est l'administration qui dicte la politique d'une nation. Mais les politiques, leur marge de manœuvre est très, très, très limitée. Vous prenez le meilleur économiste au monde, vous lui confiez le ministère de l'économie. Il peut ne pas forcément faire des résultats. Il peut même complètement passer à côté. Ceux qui gèrent l'économie de ce pays-là, ce ne sont pas des gens qui ont fait des études. Ce sont les Baol, les Salom, qui sont venus à Dakar, qui sont venus ici avec un petit poulet, d'accord, venir acheter, ramasser des ferrailles, les revendre. Ce sont ces gens-là qui tiennent l'économie de ce pays-là. Ce n'est pas nous qui avons fait les masters et les doctorats là, honnêtement. C'est très intéressant. Il y a un jeune qui est venu avant-hier dans mon bureau, qui m'a dit que je suis venu juste pour te remercier. Je lui ai dit, on sait comment. Il m'a dit que moi, j'étais en Mauritanie.
J'ai travaillé, j'avais en tout cas, entreprise, ça marchait très bien. Et j'étais jeune. En tout cas, bref, j'ai tout perdu. Quand j'ai tout perdu, j'avais même commencé à avoir dépression et tout ça. J'ai quitté, je suis parti au Mali. Je vois que ce n'est pas là où je devais être. J'ai quitté Mali, je suis venu au Sénégal. Je ne connais personne, une seule personne, et je n'avais rien du tout. La personne m'a hébergé. Un mois presque, je ne fais rien. J'ai regardé tes vidéos avec une autre personne et vous parlez de business, d'affiliation, comment prendre les produits des gens et des autres et le vendre. Et je commence à partir au niveau de Sandaga, prendre des photos des produits et commencer à les proposer sur WhatsApp. Et comme lorsque j'étais en Mauritanie, j'avais une grosse communauté, les gens commençaient à commander sur moi, disent envoie l'argent, je le livre, je essaie d'acheter les produits et les livrer. Il m'a dit que c'était en 2022-2023. Il m'a dit que avant-hier, lorsqu'il est revenu dans mon bureau, il m'a dit le 14 passé, j'étais en Chine et je suis venu avec un conteneur de près de 40 pieds. Et c'est ma 4e fois de partir en Chine et j'ai commencé par là. Donc pour confirmer ce que tu dis, l'économie du pays n'est pas au niveau de l'État en tant que tel, mais il y a les gens qui sont dehors, qui sont même dans le secteur informel, qui gèrent une grande partie de cette économie. Effectivement, un État ne fait que définir. Hein. Un État ne fait que définir une politique. C'est-à-dire qu'un président, il a une vision. D'accord? Il a une administration comme bras armé, d'accord? Qui définit certaines choses. Mais, en fait, ce qui tient vraiment l'économie, c'est nous. C'est nous. Il ne faut pas se dire que oui, que voilà, maintenant, on a un nouveau président, maintenant, tout va changer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le changement, c'est nous d'abord. Ouais. C'est nous. C'est nous le changement. Ouais. C'est pas un diamant qui peut faire changer. Le développement d'un pays commence par le développement de chaque citoyen du pays. Donc si tout le monde individuel qui doit être érigé en une conscience collective. Voilà. Je ne veux pas avoir à base avant d'arriver sur notre dernière rubrique, sans parler de l'importance maintenant de la connaissance. Moi j'aime bien le dire dans tous mes vidéos, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Comment vous voyez l'importance que les gens donnent à la connaissance? C'est-à-dire faire des recherches, lire, payer des formations, apprendre. Est-ce que tu vois que les gens donnent de l'importance à cet outil qui est très, très important pour le développement d'un pays, d'une personne, de n'importe quelle chose? D'accord. Alors, si vous pensez que la connaissance coûte cher, tentez la médiocrité et vous allez voir l'importance de la connaissance. Ça, c'est important. Alors, dans la vie, il faut se former perpétuellement. D'accord? Parce que vous apprenez. Moi également, je continue donc à faire des formations. Maintenant, quel type de formation aussi il faut faire? Parce que maintenant, de nos jours, il faut s'actualiser. Avant, on peut prendre des produits, aller descendre sur le terrain, aller les revendre. Mais maintenant, avec la digitalisation, je pense que voilà. Donc, voilà quoi. Voilà, par exemple, vous êtes en train de faire des formations très intéressantes sur, par exemple, tout ce qui est le commerce digital, le marketing, le trading, etc. Tout ça, je pense que ce sont des métiers parce qu'il y a de ces métiers qu'on fait actuellement qui sont appelés à disparaître. Dans 10 ans, il y a presque 50 métiers, voire 100 même, qui sont appelés à disparaître. Mais pendant ce temps-là, aussi, l'économie numérique va créer d'autres métiers, plus de 1000 métiers. Mais maintenant, c'est le moment pour moi de s'actualiser, d'accord? Parce qu'une connaissance, pour être productif sur le marché, il faut actualiser ses connaissances, actualiser ses compétences, aller se payer des formations, par exemple, voilà, sur ce que vous faites sur le trading, les crypto-monnaies, le marketing digital, etc. Tout ça. Donc, je pense que la connaissance, c'est la base du développement. En tout cas, moi, j'aime bien le dire, moi, j'ai lu beaucoup, la Bible. Dans la Bible, on dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Donc, il n'y a pas une pauvreté physique qui n'a pas commencé par la pauvreté mentale. Donc, si tu n'as pas grand-chose dans la tête, il ne faut chercher pas à produire. J'étais avec Coach Simon. Lui, il aime bien dire des bêtises, des conneries. On était ensemble. Il dit que il y a quelqu'un qui lui avait confié des champs à surveiller. Donc, à chaque fois qu'il vient dans ce champ-là, il voit qu'il y a des gens qui ont fait des caca dans ce champ. Et maintenant, tous les jours, il voit les mêmes caca, quoi. Il dit que lui, là, son but et son objectif, c'est de savoir quelles sont les personnes qui viennent faire des caca dans ce champ tous les jours. Maintenant, quel est le secret pour découvrir dans ce petit village les personnes qui viennent faire caca dans son truc tous les jours? Il dit que, ok, d'accord, le défi, c'est de rentrer sur chaque maison, trouver un moyen de rentrer dans la cuisine pour savoir qui cuisine
haricots et un peu du riz. Parce qu'il dit que ce qu'il a regardé, les caca, c'est du haricot et du riz. Il dit qu'il rentre chez quelqu'un, une maison, il dit que j'ai besoin de l'eau. On lui dit que dans la cuisine, sur le frigo, il y a de l'eau. Il rentre, il regarde gauche-droite, il voit poulet, il voit frites. Il dit, les caca ne viennent pas d'ici. Il part dans une autre maison, il regarde, il y a beaucoup de pain. Il dit que non, ici, là, les gens mangent que du pain, c'est pas ici. Il rentre dans une autre maison, une troisième maison pour dire les gens, voilà, moi je cherche vraiment de l'eau. On lui dit dans la cuisine. Dès qu'il rentre dans la cuisine, il regarde à gauche, il regarde un peu de haricots. Il enlève un peu les assiettes pour voir, il voit encore beaucoup d'haricots. Il dit qu'il y a une marmite sur le feu, il a ouvert, il voit haricots et du riz. Il dit que c'est lui qui est en train de faire des caca chez moi, habite dans cette maison. Quand il a fini de boire de l'eau, il sort, il dit, moi, chez moi, dans nos champs là, qui est à côté ici, il y a des gens qui viennent faire des caca tous les jours là-bas. Mais j'ai vu un marabout qui dit qu'il va venir aujourd'hui, il va faire de telle sorte que celui qui est en train de faire des caca tous les jours dans notre champ, il ne va jamais, plus jamais avoir la possibilité de faire des caca parce que son ventre va être attaché et tout ça. Il dit qu'avant de sortir, il dit que voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Avant de sortir, il y a un petit qui dit, c'est pas moi seul, hein, il dit que c'est pas moi, il dit que c'est pas moi seul, c'est avec l'autre aussi. Que partez là-bas pour faire caca. Il dit que, ok, là pour dire que ce que tu as mangé là, tu ne peux pas faire semblant pour aller faire caca autre chose que ça. Mais ce que tu as mis dans ta tête aussi, tu ne peux pas faire semblant pour gagner autre chose que tu as mis dans ta tête. Donc si tu as rempli que des conneries dans ta tête, passe tout ton temps à danser, à insulter les gens. Vous savez, dans ce monde actuel, il y a trop de tentations. Voilà, surtout avec les réseaux et tout ça. Par exemple, quelqu'un utilise les réseaux sociaux pour du divertissement. Pendant ce temps aussi, il y a quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Exactement. Pour gagner sa vie. Donc c'est une question de soi. Raison pour laquelle quand je vois aussi des filles et des jeunes aussi faire des lives, vendre des produits sur TikTok, là, ça fait plaisir. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de l'utiliser à bon escient, quoi. Exactement. Alors là, mon frère, en tout cas, c'est un grand plaisir. On a appris beaucoup de choses. On est dans une partie très intéressante qu'on dit les gens, voilà, on va mettre un peu de la musique parce que, voilà, laisser la personne respirer un peu. Parce que l'un des éléments le plus difficile, c'est de faire des choix. Quand tu fais des choix, automatiquement, il y a des personnes qui seront d'accord, d'autres personnes qui vont le voir autrement. Mais c'est le rubrique de cette partie. Je vais te donner des images, vous analysez les deux personnages, vous me dites ce que tu penses sur chaque personne. Et si vous devez devenir l'une de ces personnes-là, ce serait qui de ces personnes que je vais te présenter, hein? D'accord. Voilà. Première image. Après, tu vas parler. Tu peux lire les noms, mais l'équipe technique va mettre les images comme ça. Première. D'accord. Il y a Aliko Dangote, Youssou N'Dour. Aliko Dangote, Youssou N'Dour. Qu'est-ce que tu penses de Aliko Dangote et de Youssou N'Dour? Aliko Dangote comme Youssou N'Dour, ce sont deux figures emblématiques de l'économie africaine. Et même, ils ont une aura mondiale, internationale. Alors, faire un choix. Alors, si l'instinct nationaliste me booste, naturellement, je vais choisir Youssou N'Dour. Mais quand même, on peut dire qu'Aliko Dangote aussi, il a du mérite. C'est quelqu'un quand même qui a pu monter sur place une très grande industrie. Actuellement même, je pense que tout récemment, il a eu quelques déboires, je ne sais pas, avec... parce qu'il a voulu installer une usine de raffinerie sur le pétrole. Voilà, donc il a eu quelques déboires avec, je pense, les Américains. Mais bon, quand même, faire un choix, c'est un peu difficile, d'accord? C'est pourquoi on a dit que c'est très difficile. Ouais. Mais quand même, je vais choisir Youssou N'Dour. Youssou N'Dour. Oui. Ok, je vais te donner deux autres images où tu pourras choisir librement parce qu'il n'y a pas une question de nationalisme. D'accord. Ici. Tu as deux. Barack Obama, Emmanuel Macron. Forcément Barack Obama. Barack Obama fait personne de ces figures emblématiques, de ces leaders charismatiques qui m'ont inspiré. Je me rappelle en 2018, je téléchargeais tout le temps ces vidéos, d'accord? Et c'est à travers lui-même que j'ai appris l'art oratoire. Parce que l'art oratoire, il y a un élément fondamental sur l'art oratoire, c'est le gestuel. Voilà. C'est-à-dire que quand on parle, quels sont les gestes à mener qui doivent être en connivence avec ce que vous dites. Et Barack Obama étant même le premier Africain à être président aux États-Unis d'Amérique, je pense que c'est une personnalité, voilà quoi,
d'une valeur inégalable. Voilà. Macron, il n'est pas mal, mais puisque moi, tout ce qui est de la France... Ça ne t'intéresse pas trop. Ok, on revient en Afrique. Oui. Je te donne encore 2 personnages. Oui, Kémi Séba, Ousmane Sonko. Alors, Kémi Séba, j'ai eu à suivre ses interventions depuis des années. Mais vous savez, la colonisation se fait sous une autre forme. Celui qui prétend être ton souteneur, demain peut-être ton futur oppresseur. Alors, à un moment donné, la Russie s'est présentée comme une puissance qui peut aider l'Afrique à sortir des mains de la France, des États-Unis d'Amérique, etc. Tout ça. Mais il faut se poser la question derrière. Quels sont leurs intérêts? Voilà, c'est quoi leur intérêt derrière tout ça? Et d'ailleurs même, il envoie des gens comme Kémi Séba, Nathalie Yam, d'accord? Parce que tu peux critiquer la France pour des raisons objectives et honnêtes. Mais quand vous critiquez la France, ça dit que enlever du bleu, blanc, rouge pour mettre du rouge, bleu, blanc, ça je pense qu'Ousmane Sonko même l'avait dit. On ne peut pas enlever du bleu, blanc, rouge pour mettre du rouge, bleu, blanc. Il faisait allusion à la France et à la Russie. L'essentiel, c'est que à chaque fois, quand il s'agit d'un partenariat, que ça soit gagnant-gagnant, que ça soit un partenariat équitable. Mais dans la vie, il faut diversifier. Voilà, on peut avoir des partenariats avec la France, comme la Chine, les Arabie Saoudite. Tout récemment, on a vu notre président de la République, Diomaye Faye, aller au Qatari. Hein? Voilà, donc je pense que tout ça, voilà quoi. Il faut diversifier quoi. C'est la même chose que je dis aussi à un de mes amis, donc qui travaille donc dans l'agriculture. Je lui ai dit qu'il faut avoir beaucoup de fournisseurs. Si vous avez un seul fournisseur et que parfois, en cas de besoin, ce fournisseur n'est pas en mesure de vous fournir, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Pour l'autre, Ousmane Sonko, c'est une figure charismatique. Alors, même si je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parfois, sur sa façon de faire, dans la politique et tout ça, alors c'est même l'occasion pour éclairer certaines choses. Il y a certains de mes amis de Passif qui me disent que non, toi tu détestes Sonko. Je ne le déteste pas. C'est qu'on a des contradictions. Moi, j'aime quand quelqu'un est constant. Vous dites quelque chose, en fait, je ne dis pas que nous sommes tout simplement des êtres humains. Parfois, on dit des choses, parfois, il y a des circonstances qui font quand même, que ces choses soient mises au ralenti, d'accord? Mais moi, en fait, j'aime que la personne soit tout le temps direct, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense. Même si, parfois, une situation arrive et qu'il ne vous est pas favorable, il faut rester sur ses bords. Moi, c'est comme ça, en fait. Voilà. Mais, quand même, c'est quelqu'un de très... Il est charismatique. C'est un motivateur parce qu'il m'arrive souvent d'écouter certains de ses discours auxquels il s'adressait à la jeunesse et je pense que les jeunes également ont besoin de ce genre de discours, d'accord? Mais seulement que parfois on a des contradictions, mais je pense que voilà quoi, voilà, il est charismatique en tout cas, même si parfois je ne suis pas d'accord avec lui, mais ses discours sont vraiment poignants aussi. Voilà, je peux ne pas être d'accord avec toi, mais quand même, je reconnais ce que quand même vous avez de... Voilà quoi. Ouais, effectivement, voilà. Le choix, Ousmane Sonko. C'est ça. Si les allez sortir, tu choisis Ousmane Sonko. Sinon, ça va être compliqué parce que voilà. Alors, il reste encore des images. C'est au top. Ouais, non, en tout cas, c'est très, très intéressant. Alors, là, on vous donne encore 2 autres personnes très importantes pour l'Afrique aujourd'hui. Alors, Bassirou Diomaye Faye et Alassane Dramane Ouattara. Alors, d'abord, en termes d'âge, Ado est plus âgé que Bassirou Diomaye Faye. Alors, aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que Alassane Dramane Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire. Un pays qui était en guerre, que je connais. C'est mon pays de cœur, votre frère. C'est pourquoi je mets votre président ici tout le temps. Non, c'est ensemble, c'est la guerre. Voilà. Côte d'Ivoire a eu à traverser des guerres. Mais maintenant, Alassane Dramane Ouattara est venu avec une nouvelle vision. C'est vrai que parfois, il y a des gens sous l'impulsion de gens comme Kémi Séba, Nathalie Yam, se mettent à critiquer la CEDEAO. En fait, non, l'esprit peut-être bon. Parfois, on peut ne pas être d'accord sur la démarche. Mais quand même, Ado, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment saluer. Vu ce magnifique travail quand même qu'il a eu à bâtir au niveau de la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est extraordinaire. Moi, je ne suis jamais allé là-bas. Mais parfois, quand même, j'ai eu la chance de discuter avec des Ivoiriens. Mais quand même, c'est quelqu'un qui est en train de faire un excellent travail. Alors, notre président également, Bassirou Diomaye Faye, il est jeune, 44 ans.
Il est sobre. Voilà, il est sobre. Il est très discipliné. Et je pense que ce sont deux caractéristiques, deux qualités. Dès qu'on a ces deux-là, pour moi, on peut arriver où l'on veut. Parce que j'ai eu à écouter ses discours. D'accord. Bon, il vient de démarrer, d'accord, mais quand même le peu de pas qu'il a eu quand même à mettre sur place, on a espoir quand même. Oui, effectivement, oui. Ado a fait 15 ans pour bâtir ce qu'il a fait. Moi, c'est un pays que j'adore. Donc, on parle de 4e pont aujourd'hui, le pont d'Ado et tout. Lui, peut-être si on l'accorde peut-être 10 ans, 15 ans, on espère peut-être qu'il peut faire comme Ado. Donc, ça va être très difficile de choisir, mais bon. On est sénégalais. Ils ne sont pas dans la même génération, mais bon, on va choisir Diomaye Faye. Espérons qu'il va faire mieux que Macky Sall. Alors là, on va parler maintenant de vraies choses, quoi. On dit que ce sont les deux personnes qui dirigent le monde aujourd'hui. Oui. Donald Trump, Vladimir Poutine. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses de ces deux personnages aujourd'hui? Alors, ils sont tous les deux animés par un sentiment nationaliste. Et que chacun cherche à diriger le monde. Vous savez, parfois, les leaders autoritaires, c'est ça le problème en fait. Mais ce n'est pas pour rien que Donald Trump est revenu diriger les États-Unis d'Amérique, la première puissance mondiale. Voilà. Souvent, dans mes dégâts, xeexu milliardaire yoonu pauvre nekku ci, d'accord, mais bon, c'est vrai que ça c'est vrai, mais ce sont deux figures internationales emblématiques qui aujourd'hui ont un fort impact sur comment le monde bouge, va un peu. Mais bon, en termes de charisme, moi j'ai choisi Poutine, bien que c'est un sadique. Tu penses que Poutine fait plus peur que Trump? Pour l'instant, puisque Poutine, il est au pouvoir depuis presque 18 ans, en Russie, 18 ans, une puissance internationale, mondiale. Alors, Donald Trump, il est à son second mandat, donc il n'a même pas fait 6 ans d'exercice de pouvoir. Donc, pour moi, les comparer, parfois, c'est pas trop ça, en fait. Poutine est largement en avant sur Donald Trump, ouais. Parce que chacun d'entre eux aussi a ce qu'on appelle son coefficient personnel. Ouais. Je pense que si vous mettez les deux personnages comme ça, on va mettre la photo de Poutine, la photo de Trump. C'est-à-dire que si tu appelles des gens sans le reconnaître, le visage ferme de Poutine fait plus peur que le visage de Trump. Peut-être Trump en business, c'est autre chose. Donc si tu devais choisir, vous allez choisir Poutine, si je comprends bien. Évidemment, parce que quoi que l'on puisse dire, bon, c'était tout simplement à cause de la crise que les gens vivent depuis 2019, mais quand même, Poutine avait mis quand même des bases intéressantes quand même aux États-Unis d'Amérique. Ça aussi, il faut le reconnaître. Ouais. C'était le rubrique des émissions des images à choisir. Il restait juste une dernière partie, encore très intéressante. Ça, c'est des questions rafales. Tu réponds juste oui ou non. On a une dizaine de questions. Chaque question, tu réponds juste oui ou non. Donc, en tout cas, merci. Voilà, il ne faut pas couper ces parties-là. Donc, c'est très intéressant et les réponses, les commentaires, en tout cas, bravo. Là, on a quelques questions. Chaque question, tu réponds oui ou non. Est-ce que Abbas veut devenir un jour président du Sénégal? Non. Est-ce que Abbas est riche? Oui. L'amour ou l'argent, tu choisis quoi? L'argent. Abbas est marié? Non. Est-ce que Abbas a plus de 2 ou 3 copines aujourd'hui? Oui. Quel est l'objectif d'Abbas en 2025 pour Business Center? L'objectif de Abbas avec son entreprise, c'est-à-dire que c'est de multiplier ce qu'il a fait en 2025 ou tripler. Exemple. Oui, étendre, bien évidemment. Oui. Il y a même des projets en cours actuellement. En 2025. Est-ce que Abbas compte organiser des conférences? Oui. En 2025. Inch'Allah. Est-ce que tu es dans un projet d'écrire un livre? Oui. Est-ce que vous voulez vraiment faire du partenariat avec l'État du Sénégal actuel? Oui. Est-ce que tu as des contacts aujourd'hui au niveau de l'État? Oui. Est-ce que tu as déjà démarché à rencontrer ou faire des démarches pour rencontrer ces personnes déjà? Merci beaucoup.
Donc, l'équipe va travailler ça et je pense que ça va permettre beaucoup de personnes d'apprendre beaucoup de choses. Non, en tout cas, c'est un plaisir. C'est un plaisir. En tout cas, c'est un grand plaisir de partager avec vous, d'inviter Abbas. C'est toujours un grand plaisir, frère, d'apprendre beaucoup de choses. Hein. Et je pense que la communauté aussi va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Votre mot de la fin pour la communauté? Oui, ça a été un très grand plaisir quand même de revenir ici à Vision d'Afrique Consulting, faire face à un mentor. Hein. Vous êtes un mentor, voilà. Donc, un grand plaisir donc, de partager avec toi sur tout ce qui est business, entrepreneuriat, motiver les jeunes à ce qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas avoir peur, voilà. Essayez de décrocher des mentors comme M. Amadou Seck. Voilà, suivez ces vidéos, abonnez-vous, likez et partagez. Merci beaucoup, comme il l'a dit. Suivez, abonnez, likez, partagez, voilà. Si vous décidez de ne pas suivre personne, dites-vous que aussi personne ne va jamais vous suivre. Donc l'humilité commence par ça, c'est juste pour sa façon de dire. C'est un grand homme dans le domaine du business, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc vous n'allez jamais le regretter d'aller checker ses réseaux. On va mettre sur la barre de description que ce soit tous ces différents comptes, pages, qui pourra vous permettre d'avoir plus d'informations sur les activités qu'il est en train de faire, les accompagnements, les formations, etc. Je peux vous dire une chose, vous n'allez pas le regretter d'aller checker ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Bye bye. Ciao.